S'il vous plaît, nous allons commencer nos travaux en donnant la parole au président Alassane Ouattara de Côte d'Ivoire pour son discours de bienvenue. Excellences, Monsieur Alassane Dramane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire et hôte de ce 5e sommet Union africaine, Union européenne. Excellences, Monsieur Alpha Condé, hôte Afrique en sa qualité de président de la conférence de l'Union africaine. Votre Majesté Mohamed VI, roi du Maroc. Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement. Excellences, Monsieur Donald Tusk, président du Conseil de l'Union européenne. Excellences, Monsieur Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine. Excellences, Monsieur Jean-Claude Juncker, président de la Commission de l'Union européenne. Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, autant pour moi, je n'ignore pas la présence dans cette salle de son Excellence Guterres, qui est le secrétaire général des Nations Unies. Excellence, Monsieur Thomas Kwesi Kouarté, vice-président de la Commission de l'Union africaine. Excellence, Madame Federica Mogherini, haute représentante et vice-présidente de la Commission de l'Union européenne. Excellences, Mesdames et Messieurs les commissaires. Excellences, chefs des communautés économiques régionales, honorables invités, Excellences, Mesdames et Messieurs. J'ai l'honneur de vous souhaiter à tous une chaleureuse bienvenue. Avec l'autorisation du président de la conférence, son Excellence M. Alpha Condé, et comme indiqué dans ce programme de la cérémonie d'ouverture, j'ai l'insigne honneur de vous communiquer le déroulement de la séance. Elle se déroulera autour de 5 discours qui sont clairement énoncés sur le programme, et nous aurons ensuite 5 interventions sur des thématiques différentes. Et nous terminerons cette séance par la photo de groupe. Je voudrais donc à présent et très respectueusement inviter son Excellence Monsieur le Président Alassane Dramane Ouattara pour son discours de bienvenue. Majesté Mohamed VI, roi du Maroc, Excellence professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée, président en exercice de la conférence des chefs d'État de l'Union africaine, Excellence Monsieur Donald Tusk, président du Conseil européen, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur Antonio Guterres, secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine, Monsieur le Président de la Commission européenne, Messieurs les Présidents des Parlements européens et panafricains, Mesdames et Messieurs les Présidents des organisations et des institutions internationales, régionales et nationales, Mesdames et Messieurs les représentants des jeunesses d'Afrique et d'Europe, honorables invités, Mesdames et Messieurs, je voudrais pour commencer exprimer mes chaleureux remerciements à tous les chefs d'État et de gouvernement, au secrétaire général de l'ONU, aux responsables des organisations internationales et régionales, aux invités spéciaux, ainsi qu'aux jeunes d'Europe et d'Afrique, d'avoir fait le déplacement d'Abidjan pour prendre part à ce 5e sommet Union africaine, Union européenne. Je voudrais donc, au nom du peuple ivoirien, vous souhaiter la bienvenue en terre ivoirienne, Akwaba à toutes et à tous. Majesté, Excellences, Mesdames et Messieurs, la Côte d'Ivoire est heureuse d'accueillir cette rencontre qui se tient pour la première fois en Afrique subsaharienne et qui marque une nouvelle étape dans l'engagement de mon pays
en faveur d'une plus grande concertation internationale sur les grands défis qui nous interpellent tous. La Côte d'Ivoire est fière d'être de retour dans le concert des nations après la douloureuse crise qu'elle a traversée. Grâce à la détermination des Ivoiriens et à l'appui de nos partenaires extérieurs, nous avons obtenu des résultats appréciables dans les domaines sécuritaires, politiques et de l'amélioration des conditions de vie des populations. Ces efforts ont également permis à la Côte d'Ivoire d'être classée parmi les économies les plus dynamiques au monde et d'être élue en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies pour la période 2018-2019. Je voudrais saisir l'occasion de cette rencontre pour réitérer notre gratitude à nos partenaires africains et européens pour leur soutien inestimable. Majesté, Excellences, Mesdames et Messieurs, cette rencontre des chefs d'État et de gouvernement fait suite à une série d'événements de grande importance dont nous aurons les recommandations tout au long des différentes sessions du sommet. Le rendez-vous d'Abidjan 2017 sur le thème « Investir dans la jeunesse pour un avenir durable » doit résolument marquer un tournant et une accélération du processus de modernisation du partenariat Afrique-Europe. Abidjan doit être le point de départ d'un partenariat stratégique assumé entre l'Europe et l'Afrique. Nous devons nous fixer la grande ambition que la jeunesse est en droit d'exiger, aussi bien en Europe qu'en Afrique, pour pouvoir se projeter dans le futur avec espoir et sérénité. C'est pourquoi nous devons prendre des décisions et des engagements forts, non seulement renouvelés, mais rehaussés et innovants. Pour y parvenir, je vous invite à un sursaut en vue de trouver des solutions qui serviront de levier aux changements nécessaires face notamment à 3 défis majeurs. Au premier rang de ces défis, nous avons la jeunesse de la population africaine, dont plus de 60% à moins de 25 ans. Ceci constitue une opportunité, mais aussi un risque si l'on n'offre pas à cette jeunesse la formation, les emplois et les espoirs auxquels elle aspire légitimement. Pour ce faire, une meilleure éducation et une meilleure formation de notre jeunesse sur le continent africain est indispensable. Aujourd'hui, moins d'un jeune sur 2 accède au collège et moins d'un jeune sur 4 accède au lycée. L'enseignement technique et professionnel accueille en moyenne moins de 10% des effectifs. Ces difficultés du système de formation ont pour conséquence une incapacité de milliers de jeunes à trouver un emploi et donc à s'épanouir. Pour y remédier, des réformes courageuses et ambitieuses, accompagnées d'investissements importants dans le système d'éducation et de formation, seront nécessaires. Une mesure concrète pourrait consister en une plus grande concentration des ressources et des efforts du Fonds européen de développement dans le domaine de l'éducation et de la formation. De même, l'Europe devrait également offrir un accès plus large aux jeunes Africains qui souhaitent poursuivre leur éducation ou leur formation sur son sol. L'Afrique devra aussi continuer de s'approprier les technologies de formation et de la communication, ainsi que le numérique, pour être de plein pied dans la nouvelle économie du savoir, car beaucoup de nouveaux emplois du futur ne ressembleront guère à ceux d'aujourd'hui. Majesté, Excellences, Mesdames et Messieurs, le second défi porte sur les menaces à la paix et à la stabilité dont l'Afrique et l'Europe sont les cibles et qui requièrent une réponse forte et coordonnée sur le modèle du G5 Sahel qui permettra de lutter plus efficacement contre le terrorisme qui frappe sans distinction l'Afrique et l'Europe. Je salue l'engagement de la France
en faveur du G5 Sahel et j'encourage l'Union européenne, les pays européens et les Nations unies à faire davantage et à pérenniser cette initiative vitale pour tous. Notre sécurité dépendra également de notre capacité à régler la crise en Libye et à mettre fin par tous les moyens au traitement inhumain infligé aux migrants. L'actualité nous offre un triste exemple en Libye et nous interpelle sur une situation qui est devenue totalement inacceptable. Face à ce drame ignoble qui nous rappelle les pires heures de l'histoire de l'humanité, j'en appelle, à notre sens, de la responsabilité collective pour prendre des mesures urgentes et vigoureuses pour mettre fin à ces pratiques indignes d'un autre âge. Nous devons aussi intensifier nos efforts pour démanteler les réseaux de passeurs et de trafiquants d'êtres humains. En troisième lieu, je voudrais mentionner le changement climatique, qui est sans doute l'un des plus porteurs de dangers pour les générations futures. Nous devons tous, pays du Nord et du Sud, respecter nos engagements pris en 2015 à Paris, lors de la COP 21, afin d'inverser la tendance actuelle du réchauffement climatique et ses conséquences désastreuses pour les pays du Sud. Majesté, Excellences, Mesdames, Messieurs, tous ces défis constituent des enjeux majeurs pour le continent africain, mais également pour l'Europe, auxquels il nous faut impérativement trouver des réponses audacieuses, innovantes et durables. Ces solutions requièrent d'importants moyens financiers, bien au-delà des seules ressources des pays africains. Notre plaidoyer sera donc d'accroître les investissements européens, publics comme privés, notamment dans les infrastructures de transport, d'énergie et du numérique, qui permettront d'améliorer la compétitivité des économies africaines. Majesté, Excellences, Mesdames et Messieurs, je voudrais, avant de conclure, m'adresser à la jeunesse qui sera au cœur de nos échanges. Chers jeunes, vous incarnez l'avenir de notre continent par votre dynamisme, votre ingéniosité et votre extraordinaire potentiel. Vous êtes un atout inestimable pour l'Afrique. Nous devons tout mettre en œuvre pour votre épanouissement sur notre continent qui a tant besoin de vous. Je vous invite à avoir foi en l'avenir, à ne pas vous lancer à l'aventure au péril de vos vies. Les leaders que nous sommes ont l'obligation de poursuivre et d'intensifier nos efforts pour vous offrir davantage d'opportunités et d'emplois, pour améliorer vos conditions de vie dans un environnement sécurisé, démocratique, qui protège les libertés fondamentales. C'est sur cette note d'espoir que je voudrais clore mon propos en souhaitant plein succès à nos travaux. Je vous remercie. Remercions son Excellence M. Alassane Dramane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire et hôte de ce sommet. Je voudrais céder le micro à son Excellence Alpha Condé, président en exercice de la Conférence de l'Union africaine, pour la suite. Je vous remercie. Non. Nous donnons la parole au président du Conseil européen. Merci, Monsieur President. Excellencies, thank you for being here today. And a special thank you to President Ouattara and the Ivorian people for their warm hospitality and great efforts to host us. It is an honor to be in Abidjan. The attendance of so many leaders demonstrates the importance of this summit and our shared commitment to strengthen our relationship.
I would also especially like to welcome the African and European youth who are with us today. You represent a group that has worked hard in the last months. You rightly expect that we listen to you as we discuss priorities and actions for the next years, and that we include you in the implementation, because it is you who will take them forward in the future. Our task as leaders is to take decisions that will make the future safer and more prosperous for all of our youth, both African and European. Both of our continents are undergoing great change. The global order is contested and fundamental principles are being challenged. But when we work together, we make a real difference. The Paris Agreement on climate change and the 2030 Agenda for Sustainable Development would not exist if we had not worked hand in hand. Together, we can shape the global agenda, strengthen the rules-based order, and support effective multilateralism based on our shared values and interests. I want to highlight two areas in particular. First, peace and security. Despite progress, Africa continues to face conflict and crisis. So does Europe, for example, on our eastern frontiers. And we both face the threat of terrorism and radicalization, which targets our youth in particular. The EU strongly supports the objective of African solutions to African problems in the area of peace and security. Since 2004, the EU has provided over 2.5 billion euros through the African Peace Facility alone. But more strategic cooperation on security is needed to prevent conflicts, to fight terrorism and organized crime, to support the global non-proliferation regime, to bring our development and security work closer, and to improve security capacity. So I welcome the strengthening of our strategic, political, and operational cooperation to address insecurity in a more comprehensive way. Second, it is clear that migration is a joint responsibility. It is in all our interests to have orderly migration that is more controlled, more humane, and sustainable. The recent reports about the treatment of Africans, especially young people, by smugglers and traffickers are horrifying. Over 5,000 people drowned in the Mediterranean last year. We cannot accept this. We also cannot accept the narrative that pits Africa and Europe against each other. The worst we can do is to start the blame game. What we need now are common solutions and stronger cooperation to save lives, protect people, and allow them to live in dignity. Our common duty is to step up the fight against these unscrupulous criminals and bring them to justice. The above remarks also apply to the current situation in Libya, which needs from our side, both European and African, our help, not our condemnation. Migration is a long-term issue for us both, internally within Africa, which is hugely significant, and from Africa to Europe. I do not need to explain here the political context in Europe today. Migration will inevitably be an important part of our relationship for the years to come. We must identify common ground that will enable us to cooperate more concretely and more effectively. Our initiatives to create jobs, opportunities, and perspectives for youth are part of this. The EU is ready to do more, and I suggest
that we seek a common understanding to do something positive for our youth. The European External Investment Plan will be a great opportunity for this. The EU also launched the Emergency Trust Fund for Africa in 2015, which we will top up in time for 2018. Alongside our bilateral and regional cooperation, our continental dialogue on migration and mobility should allow us to be more effective. Together, we could also coordinate our work on the UN Compacts on Migration and on refugees in order to have a much greater impact globally. In the 10 years since the joint Africa-EU strategy, we have learned a lot. The main lesson is that political leadership makes a difference. Today, I call for a true alliance between our two continents to face our challenges and seize our opportunities together. The spirit should also inform our talks on the post-Cotonou framework. We have a very broad agenda ahead of us. I look forward to our open and honest discussions so that we can show our people that our cooperation is comprehensive, strong, and has a concrete impact on their daily life, especially for our youth. Thank you very much. Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, Majesté Mohamed VI, roi du Maroc, Monsieur le Président de la République de Guinée, président en exercice de l'Union africaine, Mesdames, Messieurs les chefs d'État, de gouvernement et de délégation, chers amis des institutions africaines, européennes et internationales, chers jeunes d'Afrique et d'Europe, Mesdames, Messieurs. Mon premier mot est de vous adresser, Monsieur le Président Alassane Ouattara, et à travers vous au gouvernement et au peuple ivoirien, mes vifs remerciements pour les efforts inlassables que vous avez déployés en vue de la bonne tenue de ce 5e sommet entre l'Afrique et l'Europe. Je me réjouis de me retrouver sur cette terre africaine de Côte d'Ivoire, devenue patrie des millions d'Africains originaires de la région et au-delà. Cette tradition d'hospitalité, cette fameuse Akwaba personnifiée par le président Félix Houphouët-Boigny, est une source d'inspiration, particulièrement en ces temps de défiance envers l'autre, dirigé de l'étranger. C'est Akwaba dont j'ai bénéficié moi-même, Monsieur le Président, il y a 36 ans, quand jeune collégien, j'ai séjourné pendant quelque temps en Côte d'Ivoire. Permettez-moi enfin de remercier tous les chefs d'État et de gouvernement, ainsi que les autres amis qui ont bien voulu répondre présents à ces rendez-vous. Mesdames, Messieurs, depuis le dernier sommet de Bruxelles, l'Union africaine a connu d'importantes mutations. Celles-ci s'inscrivent dans une dynamique de restructuration impulsée par ses dirigeants pour en faire un instrument efficace de développement et d'intégration à la hauteur des aspirations de nos peuples. Avec l'heureux retour du Royaume du Maroc, incarné aujourd'hui par la présence de Sa Majesté Mohamed VI, l'Afrique a retrouvé sa totalité, son unité. Le couple Union africaine-Union européenne reprend ainsi son équilibre et se forge une stature bicontinentale exceptionnelle. Le thème du présent sommet, investir dans la jeunesse pour une croissance accélérée et inclusive en vue d'un développement durable, recoupe celui de l'Union africaine pour l'année 2017, à savoir tirer profit du dividende démographique en investissant dans la jeunesse. Loin d'être une simple coïncidence, cette convergence thématique confirme que l'Afrique et l'Europe partagent les mêmes préoccupations face aux exigences de l'heure.
Elle nous invite à bâtir une alliance stratégique, plus qu'un simple partenariat voué à la seule recherche d'intérêts mercantiles. À travers un dialogue plus profond entre nos cultures et nos civilisations et la construction des ponts d'amitié entre nos continents, nous enseignons à nos enfants, à notre jeunesse, que la diversité est le moteur de notre mouvement, l'âme de notre vie. L'immensité des défis auxquels nous sommes confrontés nous impose de renforcer toujours davantage notre partenariat. Dans cet exercice, nous pouvons nous appuyer sur l'énorme travail déjà accompli. Ainsi que j'ai eu l'occasion de le dire, le couple Union africaine-Union européenne est une belle histoire où se sont par le passé croisés ombres et lumières, mais qui de nos jours s'enorgueillit de sa vivacité, de son dynamisme et d'un futur à l'horizon promoteur. Sur la base des leçons tirées de la feuille de route 2014-2017 de Bruxelles, nous devons adopter un plan qui traduise nos ambitions dans les faits. Dans ce cadre, notre partenariat devra s'émanciper de l'esprit peu glorieux du donateur bénéficiaire au profit d'une véritable coopération mutuellement bénéfique régie par les principes d'égalité et de respect. La jeunesse africaine représente plus de 60% de la population du continent. Il est superflu de souligner que sans un investissement lourd dans cette jeunesse, son éducation, sa formation, son emploi, son épanouissement intellectuel, culturel, sportif et artistique, l'Afrique et l'Europe d'ailleurs n'ont point d'avenir. Les jeunes, hommes et femmes, doivent résolument être positionnés au centre de notre alliance. Il nous faut aller au-delà des déclarations incantatoires. Il nous faut des plans opérationnels à application immédiate. Le slogan de notre sommet ne devrait donc pas être un slogan circonstanciel. Il n'a de signification et de portée que s'il s'inscrit dans la durée du temps long, celui du temps stratégique. Mesdames et messieurs, le fléau des conflits continue d'affliger nombre de pays africains dans la Corne de l'Afrique, en Afrique centrale, le bassin du lac Tchad et dans le Sahel. La lutte contre le terrorisme, le djihadisme et la criminalité transfrontalière est souvent au centre de cette préoccupation. Le soutien et l'accompagnement de l'Europe en ces domaines sont dignes d'éloge, ce qui n'enlève rien à l'urgence de les renforcer pour aider à créer un environnement propice à un développement durable. L'Afrique regorge de richesses par ses mines, ses ressources halieutiques et ses immenses étendues arables. La jeunesse de sa population est un atout et un puissant levier de croissance. Nos jeunes, et à juste titre, n'acceptent plus, ne supportent plus le paradoxe que constitue la juxtaposition de cette abondance de ressources et de notre dénuement. C'est cet état de fait qui les jette par dizaines de milliers sur les routes de la mort, de l'humiliation et de l'esclavage. La question de l'immigration, vers l'Europe surtout, se pose en termes dramatiques. Les embarcations de la mort en haute mer rivalisent dans une lugubre tragédie avec le naufrage dans l'océan des dunes et des terrains rocailleux du Grand Sahara. Ces défis nous sont communs. Nos responsabilités partagées ici sont écrasantes et nous interpellent au plus profond de nos consciences. Jusqu'à quand allons-nous, vous et nous, observer cette tragédie, insensibles, impuissants, inactifs, paralysés? Je m'adresse à vous, horrifiés et hantés, comme bien d'autres citoyens du monde, par les images des migrants africains vendus aux enchères comme esclaves sur le territoire libyen. Notre sommet doit être le point de départ d'une action résolue, visant à trouver une réponse à cette tragédie et aux sources des angoisses de notre jeunesse. Parmi ces ressources d'angoisse figure la pauvreté, qui naît de l'absence de perspectives socio-économiques, une situation aggravée par la dégradation de l'environnement et le changement climatique, ainsi que par la mauvaise gouvernance. Comme le disait si bien
Nelson Mandela, dont nous célébrons le centenaire l'an prochain. Je cite, « Surmonter la pauvreté n'est pas une œuvre de charité, mais un acte de justice, comme l'esclavage et l'apartheid. La pauvreté n'est pas un phénomène naturel, mais le fait de l'homme. Elle peut être surmontée et éradiquée par des actions communes de l'humanité. » Je vous remercie de votre aimable et bienveillante attention. Merci, Monsieur le Président. Nous donnons la parole au Président de la Commission européenne. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames, Messieurs, chers amis, avant tout, je voudrais remercier le Président Ouattara de nous avoir accueillis avec tant de gentillesse dans son pays et je voudrais élargir ces remerciements vers le peuple ivoirien, nation à tout point de vue remarquable. Nous avons eu le premier sommet entre l'Afrique et l'Union européenne il y a exactement 17 ans au Caire. Nous ne sommes pas nombreux à avoir assisté à ce premier sommet, mais mon voisin, le secrétaire général de l'ONU et moi-même, nous participions à ce sommet qui fut historique puisque ce fut le premier, mais ce fut aussi un sommet riche en controverses et en débats parfois conflictuels. Mais depuis la déclaration que nous avons adoptée au Caire, nous avons fait de notables progrès puisque notre partenariat s'est approfondi, élargi et nos relations économiques se sont amplement développées. Oui, progrès, il y a eu. Oui, résultat, il y a eu. Mais il nous reste encore beaucoup à faire. L'Europe, elle, sort lentement d'une décennie à faible croissance. La croissance économique est palpable, est arrivée dans tous les pays de l'Union européenne, mais la croissance de l'Afrique, elle, a été impressionnante. Mais très souvent, elle a été insuffisamment inclusive. Je parle de la croissance en Afrique. Je pourrais faire la même remarque au sujet du caractère insuffisamment inclusif de la croissance en Europe, puisque partout, les disparités entre pays et entre régions augmentent alors que notre but à nous tous devrait être de les réduire. La croissance en Afrique n'a pas atteint le milieu de l'agriculture puisque les petits exploitants agricoles ont du mal à doper leur productivité et les entreprises européennes, les investisseurs européens très souvent connaissent des difficultés pour accéder aux marchés africains et ainsi contribuer au développement du secteur privé. Nous devons remédier à toutes ces faiblesses. La population européenne, vous le savez, vieillit alors que la population africaine se distingue par une évolution démographique tout à fait impressionnante. D'ici la moitié du siècle, plus de la moitié de la croissance démographique globale sera africaine. La population du continent africain aura augmenté de 1,3 milliard d'habitants d'ici 2050 et plus que 50% de la population africaine sera constituée à ce moment-là par les jeunes, d'où l'importance de toutes nos politiques et européennes et africaines et euro-africaines orientées vers les jeunes. L'agenda 2063 de l'Union africaine nous invite à nous consacrer sur 3 segments d'investissement. Investir dans les personnes à travers une meilleure éducation d'abord, investir dans les infrastructures et les chaînes de valeur ensuite, et investir finalement dans une meilleure gouvernance et un environnement plus propice aux affaires. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle tous ces sujets que je viens de mentionner sont au cœur des travaux de notre sommet. Mais nous, les Européens, nous ne sommes pas venus ici pour prodiguer des conseils.
encore que la spécialité européenne consiste à faire la leçon aux autres. Nous sommes venus pour redynamiser notre partenariat, qui doit être un partenariat d'égal à égal. Cela nécessitera la mobilisation de moyens financiers supplémentaires et c'est exactement dans ce domaine-là où nous avons décidé d'agir. Comme nous l'avons fait en Europe en lançant le fonds stratégique, le fonds pour les investissements stratégiques, nous avons développé un plan d'investissement externe pour l'Afrique, susceptible de mobiliser 44 milliards d'euros d'investissement d'ici 2020, notamment et essentiellement en Afrique. Nous proposons d'investir dans les secteurs d'avenir comme les énergies renouvelables, mais ce n'est pas l'Europe qui dicte, c'est l'Afrique qui choisira. Et je voudrais d'ailleurs me féliciter de notre coopération dans le cadre de l'initiative africaine pour les énergies renouvelables qui fut lancée lors du sommet en décembre 2015 à Paris. Initiative africaine pour les énergies renouvelables qui nous a permis de lancer 19 nouveaux projets susceptibles de générer, 4,8 milliards d'euros d'investissement au total. Notre partenariat, qui doit être d'égal à égal, je le rappelle, ne saurait pourtant se limiter aux échanges entre responsables politiques et institutions. Il faut aussi faire en sorte que nos jeunes qui tiennent entre leurs mains le destin qui sera celui de demain doivent être associés à notre projet et je me félicite du fait que de très nombreuses universités africaines participent aujourd'hui au programme Erasmus+ de l'Union européenne. Voilà, notre partenariat a bien avancé, tout n'a pas été couronné de succès, mais nous pouvons noter que les intentions qui furent les nôtres il y a 17 ans ont été en grande partie réalisées. Tout n'a pas été fait, mais je crois très sincèrement que l'Afrique et l'Europe, si elles le veulent, peuvent faire de grandes choses ensemble. Merci de votre attention. Merci, Monsieur le Président Juncker. Nous donnons la parole à notre cher ami Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies. Majesté, Excellences, Mesdames et Messieurs, tout protocole observé, c'est pour moi un grand plaisir de me retrouver parmi vous pour saluer le partenariat stratégique entre vos deux organisations. Un partenariat qui m'est très cher. En effet, en tant que Premier ministre du Portugal et président du Conseil européen, j'ai eu l'honneur de coprésider avec le président Bouteflika au premier sommet Afrique-Union européenne en 2000. La déclaration du Caire a jeté les bases de travail conjoint qui se poursuit aujourd'hui. Et je salue l'attention portée à la jeunesse, notamment la recherche d'un développement durable, inclusif et créateur d'emplois pour les jeunes. Les jeunes sont le moteur de nos sociétés et nous devons les écouter. Il nous faut les mettre au cœur de nos plans de développement nationaux et internationaux. Répondre à leurs aspirations est essentiel dans une perspective de développement, mais c'est aussi un élément essentiel pour préserver la paix et notre sécurité collective. Excellences, nous devons changer la relation à l'Afrique et établir une nouvelle plateforme de coopération qui reconnaisse le potentiel énorme de ce continent. C'est dans cet esprit que j'ai signé avec son Excellence Moussa Faki Mahamat un accord cadre pour renforcer notre partenariat de paix et de sécurité et un autre accord sur le développement durable va suivre l'année prochaine. Pour atteindre ces objectifs, nous devons accroître nos efforts conjoints en matière de prévention et de médiation, mais nous avons aussi besoin d'une coopération accrue pour le déploiement de forces africaines capables d'imposer la paix et de combattre le terrorisme avec un mandat fort du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il est temps de fournir les moyens appropriés aux organisations régionales, y compris par des mandats clairs et solides,
accompagné d'un mécanisme d'évaluation et d'un système de financement adéquat et prévisible. L'Union européenne, d'ailleurs, apporte un soutien politique et financier substantiel, ainsi qu'une expertise et un savoir-faire qui sont des atouts considérables à notre effort collectif. Dans cet esprit, l'Union africaine et les Nations unies, avec l'appui de l'Union européenne, peuvent aider le G5 Sahel à faire face aux menaces transnationales et au terrorisme. Nous avons besoin d'une force dotée d'un mandat à la hauteur de ces menaces et d'un financement pérenne. Et c'est pour cela que j'ai invité le Conseil de sécurité à faire preuve d'une ambition dans le choix qu'il doit faire sur ce dossier. L'exemple de l'AMISOM ou les actions conjointes en République centrafrique sont avec le G5 Sahel 3 exemples évidents de l'importance de la coopération trilatérale entre l'Union africaine, l'Union européenne et les Nations unies. Excellencies, sustainable and inclusive development is an end in itself, but lack of development and inclusive government, including poverty, inequality and exclusion, are factors in creating conflict and driving terrorism and violent extremism. Climate change is also an existential threat for some and a multiplier of threats for all. Climate action is the absolute priority for our times, and the implementation of the Paris Agreement with enhanced ambition is a must. National governments must lead our response, but multilateral cooperation and capacity building are crucial. The 2030 Agenda for Sustainable Development and the African Union's Agenda 2063 are ambitious and mutually reinforcing blueprints for a world of peace, prosperity, and dignity for all. A strong and effective EU and a strong and effective AU are essential pillars of global cooperation for peace and security, development, and human rights. And in this context, gender equality and women's empowerment are fundamental. The EU and the UN recently launched the Spotlight Initiative, an effort to eliminate the global scourge of violence against women. I look forward to working with African governments to strengthen action on laws and policies, institutions, prevention, and services for survivors. Excellences, les récentes images atroces de migrants vendus en Libye nous rappellent l'urgence d'agir. Les migrations présentent des défis, mais aussi des opportunités en matière de développement, de promotion d'un travail décent et d'une collaboration renforcée. Tous les pays ont le droit et l'obligation de gérer leurs frontières de manière responsable et souveraine, mais ils doivent le faire dans le plein respect du droit international relatif aux réfugiés et des droits humains des réfugiés et des migrants. Quand les migrations se font de manière ordonnée et régulière, les migrants contribuent de façon positive aux pays hôtes et aux pays d'origine. Nous ne mettrons pas fin aux tragédies en Méditerranée si nous ne créons pas d'opportunités significatives de migration légale. Et il faut aussi que les politiques de coopération pour le développement contribuent à offrir aux gens le choix de trouver un avenir digne chez eux. Ces deux conditions sont essentielles pour combattre effectivement les trafiquants et les passeurs, les criminels les plus horribles de notre moment. Excellences, regional organizations are essential to face the very difficult challenges that threaten us. Those who drafted the United Nations Charter showed great wisdom and prescience when they devoted Chapter 8 to the role of regional cooperation. The importance of regional organization grows with every decade that passes. Regional and global solidarity must be our guide as we draw on our collective efforts to build a life of peace, dignity, and prosperity for all. Thank you very much. Merci, Monsieur le Président. Nous donnons la parole au Président du Parlement panafricain. Merci, Excellence, de me passer la parole. Excellence, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, Sa Majesté Mohamed VI, roi du Maroc, Excellence, Monsieur le Président en exercice de l'Union africaine, Excellence, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement d'Afrique et d'Europe, Excellence, Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies, Excellence, Monsieur le Président du Conseil d'Europe, Excellence, Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine, Excellence, Monsieur le Président de la Commission de l'Union européenne,
Excellences, Monsieur le Président du Parlement européen, chers jeunes d'Afrique et d'Europe, Excellences, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, titres et qualités. Il me choisit ainsi honneur de prendre la parole devant cette auguste assemblée à l'occasion du 5e sommet Union africaine-Union européenne pour porter la voix des parlementaires du Parlement panafricain et du Parlement européen. Je voudrais tout d'abord, au nom des parlementaires panafricains et européens, remercier les autres autorités de la République de Côte d'Ivoire, au premier rang desquelles Son Excellence M. Alassane Dramane Ouattara, président de la République, Son Excellence M. Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale, pour toutes les facilités matérielles qu'elles ont voulu mettre à notre disposition pour la tenue d'une session conjointe et réussie, Parlement panafricain, Parlement européen, en prélude à ce grand sommet. Qu'il me soit permis de faire un rappel non chronologique qu'au lendemain des indépendances des pays d'Afrique, une organisation avait été mise en place, dénommée Organisation de l'Unité africaine, entre parenthèses OUA. En 1999, l'OUA cédait la place à l'Union africaine, entre parenthèses UA, qui a réussi à regrouper tous les pays d'Afrique et compte dans son architecture institutionnelle tous les organes de gouvernance, de respect des droits de l'homme et de la démocratie. Cette union est une entité juridique au même titre que toute autre entité juridique régionale ou continentale et peut de ce fait discuter des traités, des partenariats au nom de toute l'Afrique avec d'autres unions. Surtout en ce moment où le monde est multipolaire, elle peut conclure de véritables partenariats gagnant-gagnant où les termes comme aide ne devront plus avoir de place. Les deux unions ont ensemble deux parlements, le Parlement panafricain et le Parlement européen, qui peuvent jouer le rôle qui est le leur. Le Parlement européen, Parlement des peuples d'Europe, le Parlement panafricain, Parlement des peuples d'Afrique, assure les fonctions législatives de contrôle et de l'état de droit. Réunis en session conjointe, les deux parlements ont débattu des sujets d'intérêt commun à l'Afrique et à l'Europe, qui sont l'électrification et le développement des infrastructures du continent africain. L'électrification est la base d'un développement futur de l'Afrique. 2. Les changements climatiques. Nous avons appelé les pays européens à appliquer l'accord de Paris. Cet accord qui doit honorer les objectifs de développement durable des Nations Unies et de l'agenda 2063 de l'Union africaine. 3. La jeunesse. Le continent africain est un continent jeune, avec plus de 60% des jeunes qui ont besoin que leurs problèmes soient pris en considération. 4. L'égalité de sexe et l'autonomisation de la femme. Les femmes et les filles représentent un peu plus de la moitié de la population mondiale. Cependant, leur statut social, économique et politique demeure inférieur à celui des hommes et des garçons. Il faut rétablir l'équilibre de chances pour tous. 5. La migration. 6. La paix et la sécurité. 7. Les ressources naturelles et environnement. 8. L'agriculture. 9. Le développement humain. 10. Le commerce et investissement. 11. La coopération et partenariat au plan international. 12. Enfin, gouvernance démocratique, l'état de droit et des droits humains. Au cours des débats de tous les sujets cités ci-dessus, un large consensus s'est dégagé sur la manière et les moyens avec lesquels les deux unions doivent résoudre ceci. À la veille de la fin de l'accord de Cotonou 2020, un nouvel accord doit être conclu entre l'Union africaine et l'Union européenne et les deux parlements se chargeront de l'application de celui-ci. Afin d'atteindre ces objectifs ambitieux, nous renforcerons le dialogue politique par la coopération interparlementaire qui est essentielle à un partenariat renouvelé entre l'Union africaine et l'Union européenne. Ce partenariat doit être inclusif, multiniveau, multi-acteurs,
en incluant la diaspora africaine dans les négociations et en conférant le rôle d'observateur aux organisations de la société civile. Nous appelons à une revue périodique des engagements pris et notre volonté de contribuer à ce processus au travers d'un contrôle parlementaire accru. À la fin des travaux de la session conjointe, nous, parlementaires du Parlement panafricain et du Parlement européen, avons adopté deux importants documents annexés à ce discours. Le premier document, baptisé « Appel d'Abidjan », appelle les chefs d'État d'Afrique et d'Europe à se pencher dans la mesure des moyens disponibles aux priorités de nos deux unions dont l'urgence porte sur la jeunesse africaine. 2. La déclaration des parlementaires qui peut servir de cadre de discussion dans les prochaines négociations d'un accord post-Cotonou entre l'Union africaine et l'Union européenne. L'Afrique et l'Europe sont deux continents liés par l'histoire. Les problèmes de l'Afrique sont les problèmes de l'Europe et les problèmes de l'Europe sont les problèmes de l'Afrique. Je voudrais terminer mon propos en disant qu'une page des relations entre l'Union africaine et l'Union européenne doit s'écrire ici à Abidjan en lettres d'or. L'histoire nous jugera si rien n'est fait pour parer aux urgences que le monde nous impose, un monde en pleine mutation. Nous avons fermement condamné la vente des jeunes Africains comme du bétail en Libye. Les images véhiculées par la chaîne américaine CNN sont humiliantes et dégradantes, contraires aux droits humains. Nous demandons une enquête internationale pour crimes contre l'humanité. Les deux parlements se sont d'ailleurs engagés à dépêcher une mission conjointe d'information en Libye pour recueillir les informations, établir les responsabilités. Tout en condamnant les acteurs de ces actes odieux, nous voulons également appeler la communauté internationale à aider l'Union africaine pour résoudre le problème en Libye et y établir un état de droit. C'est par cette note d'espoir que je mets un terme à mon propos, tout en souhaitant de très bonnes délibérations à ce sommet. Vive la coopération internationale, vive l'Union africaine, vive l'Afrique, vive l'Europe. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Donnons la parole au Président du Parlement européen. Merci, Monsieur le Président, Majesté, Excellences, Mesdames et Messieurs. Tout d'abord, je veux remercier le Président Ouattara de nous recevoir ici en Côte d'Ivoire. Un grand merci pour votre accueil qui n'était pas un accueil formel, mais un vrai accueil d'amitié. Ce rendez-vous arrive à un moment très important. Il conclut une année riche en événements autour de l'Afrique. Maintenant, il faut passer des paroles aux actes. Et ce sommet doit en être le garant. Ce sont les citoyens d'Europe et d'Afrique qui nous le demandent. La semaine dernière, le Parlement européen a organisé une semaine africaine de travaux parlementaires avec une conférence de haut niveau sur la nécessité d'un renouveau de notre partenariat. Comme je le dis souvent, il faut regarder à l'Afrique avec des lunettes africaines, pas européennes. Voilà pourquoi beaucoup de délégations africaines étaient présentes à cet événement. Je remercie tout d'abord le président de la République centrafricaine qui était avec nous. Le Parlement européen, en tant qu'institution directement élue par les citoyens, démontre d'un intérêt vrai et sincère pour les relations entre nos deux continents. Nous sommes liés par l'histoire, par la géographie, par les valeurs communes, par des langues communes. Mais si nous ne cultivons pas ces avantages comparatifs au jour le jour, ils risquent d'être relégués au deuxième plan. Au-delà de nos liens, nous avons surtout des défis et des intérêts communs. N'oublions pas qu'ensemble, nous représentons plus d'un tiers des pays du monde. Ensemble, nous pouvons, dans les arènes multilatérales, aux Nations Unies, à l'Organisation mondiale du commerce, définir des positions communes et atteindre des succès communs, comme l'ont fait pour l'accord de Paris sur le climat. Et aujourd'hui, je pense qu'ensemble, nous devons lancer un message en faveur de la paix, en regardant ce qui se passe en Corée du Nord,
et notre missile nucléaire a été lancé et je pense que les Africains et les Européens ensemble doivent envoyer un message de paix à tout le monde en faisant connaître la force de la paix et de nos continents. Je le dis, nous avons des défis à intérêt commun. J'en citerai 4. Les flux migratoires, la lutte contre le terrorisme, la lutte contre le changement climatique, la croissance et l'emploi. Sur ces 4 aspects, c'est maintenant qu'il faut agir, car il risque d'être trop tard. Car cette fois, nous faisons face à une urgence, la croissance démographique africaine. D'où le thème de ce sommet, la jeunesse. Dans un avenir très proche, l'Afrique devra, en raison de cette explosion démographique, créer plusieurs millions d'emplois pour absorber les nouveaux entrants sur les marchés du travail. C'est à cette jeunesse que nous devons donner des réponses concrètes, des opportunités d'emploi, des conditions de vie qui soient dignes. En somme, donner de l'espoir. Mais pour cela, nous devons changer notre approche. Elle ne doit plus se reposer exclusivement sur l'aide au développement, mais sur un partenariat d'égal à égal, comme a dit Monsieur le Président de la Commission européenne, sur des investissements massifs dans le but de développer les continents, axés sur les personnes, sur l'économie réelle, sur les petites et moyennes entreprises, sur les entrepreneurs. Nous avons donc l'obligation d'être ambitieux. Voilà pourquoi je continue à répéter qu'il faut un vrai plan de Marshall pour l'Afrique. Il existe un potentiel inexploité en Afrique, des véritables opportunités dans des secteurs variés. Pensez à la digitalisation, à l'agriculture et au développement rural. Mais cela nécessite aussi une formation et une éducation de qualité, aussi pour former la future classe dirigeante. Les échanges universitaires, la migration régulière et la mobilité doivent donc être un moteur de développement. Nous devons faciliter les échanges dans l'enseignement supérieur, soutenir les bourses via Erasmus+, étendre les programmes d'échange pour les jeunes entrepreneurs, Erasmus for Jeunes Entrepreneurs. Il s'agit d'un affaire commune, des institutions européennes et africaines, de nous, mais aussi des États membres, donc de vous. Je salue à ce titre les initiatives de la chancelière Merkel et de la présidence allemande du G20, de Paolo Gentiloni de la présidence italienne du G7, du président Macron, surtout en ce qui concerne le Sahel, et de Mariano Rajoy pour les accords bilatéraux avec les pays de l'Afrique du Nord. Région fondamentale, le Sahel, que nous devons par tous les moyens empêcher qu'elle tombe et déstabilise l'Afrique tout entière, car les risques seraient terribles pour nos deux continents. Précisément, le Sahel nous démontre qu'une approche holistique est nécessaire, car les entreprises, les commerces et les investissements ne peuvent que prospérer, créer des emplois et une croissance durable et inclusive dans un climat de paix, de sécurité, de stabilité, de respect des droits de l'homme et de bonne gouvernance. Voilà pourquoi il faut s'engager en Libye pour aider la Libye à résoudre ses problèmes en amitié avec le soutien des organisations internationales et avec la coopération du Parlement panafricain, comme l'a dit mon ami le Président. La tâche qui est devant nous est énorme. Permettez-moi donc de conclure avec cet appel. Nos sommets ont lieu tous les 3 ans. Trop peu, à mon avis, pour un partenariat privilégié. Ils doivent être plus fréquents. Je propose donc que nous nous réunissions tous les 2 ans, mais surtout, entre chaque sommet, qu'il y ait des réunions, des suivis et des mises en œuvre à plusieurs niveaux, en incluant la société civile, les jeunes et les acteurs économiques, car ce sont eux qui porteront et concrétiseront nos ambitions. C'est le sens de la déclaration adoptée par les sommets parlementaires qui s'est tenu hier et que le président du Parlement panafricain vient de présenter. Voilà l'engagement du Parlement européen, des députés européens, des députés africains pour relancer les efforts et pour essayer d'investir toujours plus dans la jeunesse pour un avenir durable de l'Afrique. Merci, Monsieur le Président. Nous donnons la parole aux représentants des jeunes d'Afrique et d'Europe. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Excellence, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, Excellence, Monsieur le Président en exercice de l'Union africaine, le professeur Alpha Condé, leurs Excellences chefs d'État et de gouvernement, Sa Majesté
le roi du Maroc, Mesdames et Messieurs, j'aimerais tout d'abord remercier leurs excellences chefs d'État pour cette opportunité. En tant que présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse, je tiens également à remercier la Commission de l'Union africaine et la Commission de l'Union européenne pour avoir donné la voix à la jeunesse africaine. Les jeunes Africains, au mois d'octobre, toujours cette année, Européens se sont réunis ici à Abidjan même, dans cette salle, pour formuler des recommandations que je vais religieusement vous transmettre avant d'être complétées par ma collègue du Forum des jeunes européens. J'aimerais pencher mon allocution sur l'entrepreneuriat. Excellences, leurs chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine et de l'Union européenne, comme vous le savez, parmi les recommandations phares que les jeunes européens et les jeunes africains ont formulées ici à Abidjan, il s'agit de promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes, lutter contre le chômage des jeunes, la création d'emplois des jeunes. Pourquoi nous devons promouvoir l'entrepreneuriat? Parce que l'entrepreneuriat est vital à la création d'emplois des jeunes. Aujourd'hui, nous avons de jeunes Africains qui, tout à l'heure, vous venez de mentionner, qui sont en train de traverser des moments plus difficiles de notre vie, de notre génération. Ceux qui sont en Libye en ce moment, en train d'aller chercher la vie en Europe, parce qu'ils en ont marre, bien évidemment, de peut-être la vie qu'ils sont en train de traverser en Afrique. J'aimerais également dire que l'avenir est en Europe et en Afrique, et non en Europe, là où ils sont en train d'aller chercher cet avenir. L'Afrique et l'Europe, à ce qui concerne le partenariat renouvelé, leurs excellents chefs d'État et de gouvernement, nous devons focaliser sur les liens économiques pouvant créer l'emploi pour la jeunesse africaine et la jeunesse européenne. À ce qui concerne la paix et la sécurité, comme vous le savez, leurs chefs d'État et de gouvernement, vous êtes tous sans ignorer que le Conseil de paix et sécurité des Nations Unies avait adopté la résolution 2250 qui parle de la jeunesse, paix et sécurité et la participation des jeunes au processus de paix et sécurité. Il sera important pour tous nos États d'accélérer la mise en œuvre de cette résolution pour permettre aux jeunes de participer dans le processus de paix et sécurité. Il sera de même important aussi de faciliter des dialogues de jeunes dans le milieu en conflit et le pays post-conflit. Pourquoi nous mettons l'accent sur l'entrepreneuriat des jeunes? Comme je venais de le dire, c'est parce que en parlant de l'entrepreneuriat, nous voyons bien évidemment l'accès au financement des jeunes. Nous ne pouvons pas ici parler de l'entrepreneuriat sans faciliter l'accès au financement des jeunes, l'accès pour leurs projets en Europe tout comme en Afrique. Je donne l'exemple du récent sommet France-Afrique à Bamako qui avait invité les jeunes et facilité l'accès au financement de leurs projets, les jeunes français et les jeunes africains. À ce qui concerne, bien évidemment, la question de la participation politique des jeunes, nous pensons, leurs excellents chefs d'État et de gouvernement, qu'il faut bannir toutes les lois dans nos États qui freinent et qui bloquent la participation politique des jeunes, parce qu'il y a les États qui obligent un certain âge pour participer politiquement dans les instances de prise de décision. Donc nous sollicitons à ce que tous les États puissent bannir ces lois au niveau de nos États pour permettre aux jeunes de participer efficacement. J'aimerais conclure. Bien évidemment, je passerai en anglais pour conclure et enfin de laisser la place à ma collègue de la jeunesse de l'Union européenne pour me compléter. I just want to say, Your Excellencies, that it is very important that we focus on entrepreneurship and employment because this is the only way we can overcome all the issues that we are having on the continent. Youth unemployment brings the youth to decide to take the risk of crossing the continent to other side. So as we discuss the new partnership between Europe and Africa, I think it is highly important to focus on entrepreneurship and youth employment. Let our leaders focus on job creations in terms of economic development and the enterprises that we can put here on the continent. So we believe that this new partnership will focus on youth job creation. We don't want you to leave this room after discussing youth without having concrete commitment when it comes to youth development and youth
participation in decision-making. So we believe that Your Excellencies, heads of state and government, that you'll be able to get out of this room with concrete resolutions when it comes to youth development, and of course, when it comes to youth entrepreneurship. We have to make sure that we have resources for youth entrepreneurship. We have to make sure that we develop good project in terms of economic empowerment when it comes to the youth, and also political participation. The youth can speak better for other youth, and this is why we acknowledge the possibility that you have given us to come here and speak for the youth, both from Africa and Europe. And in conclusion, as we represent the youth population of youth, of our population, both in Africa and in Europe, we really can't get out of this room without speaking about how our hearts are bleeding on what our generation is going on. Slavery is something that we read in the history. It's not something that we can allow in our generation. It is not something that we can tolerate our generation. We want you, heads of state, your excellencies, to take decisions that can be able to serve the youth of Africa, that can be able to help the young people of this continent to stay in the continent, that can be able to attract our youth to stay in Africa and not going to Europe to look for a better life, for better life is here in the continent. So what we want from you is to invest in youth entrepreneurship. What we want from you, your excellencies, is to invest in job creations. So we don't expect these traditional speeches that can come out of this gathering, but concrete commitment when it comes to youth employment. I say and I thank you. Merci. Le représentant des jeunes de l'Europe. Dear Honourable Heads of State, Your Excellencies, young people and youth organizations in Africa and Europe are committed to continue and strengthen our cooperation, to learn from each other and to work together in a genuine partnership as we seek to create a future in which our generation and those to come can thrive. At the 4th Africa-Europe Youth Summit in October, we met to shape conversations about the present and the future youth in our two continents and our joint project, the Africa-EU Partnership. This gathering and its Abidjan Declaration is powerful evidence that what brings us together as young people is much stronger than what divides us. Millions of young people across Europe and Africa share the same struggles, aspirations, and hopes for a common future. In both our continents, youth is a top priority. This must drive the choices that will have to be made in the coming years. How will we create jobs that are needed to employ the youth of tomorrow? How will we engage young people in political life in securing peace? How do we guarantee the future of our planet so the young people of today are able to sustain themselves and their children? These are the staggering challenges facing you, Your Excellencies, as leaders in your national context and in your respective continents. But answers to these challenges will not be found only in high-level discussions alone. The importance of the October Youth Summit cannot be underestimated. Its role in gathering and communicating the opinions, ideas, and goals of African, European, and diaspora youth was crucial. Decisions about the future of youth cannot be made in a vacuum. The outcomes of the Youth Summit must feed into the discussions you make today towards the future of Africa-EU partnership. By taking these recommendations on board, you can prove that our two continents can be global leaders in investing in youth. The common message of the Youth Summit is this: young people cannot reach their full potential without investment of finances, of resources, of time. They cannot reach their potential without action from you, their governments and institutions. A sustainable future cannot be achieved by youth alone. Do not disappoint us. We urge you to invest in young people. You can be certain that this investment will yield a return greater than in any other area. Investing in youth means supporting education, skills, development, mobility, access to markets.
youth participation, and access to rights. Investing in youth means providing the right environment for young people to reach their fullest potential and positively impact our societies. We must ensure that the expectations of young people in Europe and in Africa are met. The most crucial request we have here today is therefore a simple one: to follow up. Take our Abidjan Declaration as your guide, your inspiration, and your focus when it comes to the future of our two continents. Look to it when you seek where to invest in youth, to choose how to invest wisely. However, we ask that you do not do this alone. We are bringing the voice of young people here, and in return, we ask that you seek out the voice of youth in the future implementation and follow-up of the Africa-EU partnership. We call for you to actively monitor and evaluate the progress of the partnership through ensuring participation and collaboration between governments, institutions, civil society, diaspora, and youth organizations. Young people are engaged, interested, and invested in their future. You must allow them to be. Youth civil society, representing millions of young people across both continents, are committed to making this a reality. Include us in this process, involve us in decision-making, and allow us the space to make decisions for our own future. We cannot hope to see a sustainable future without viewing young people as equal partners in its creation. Let's forward ahead with that equal partnership together. Thank you very much. Merci la jeunesse. Avant de prononcer mon discours, je souhaiterais une minute de silence pour les victimes de l'attentat affreux commis dernièrement en Égypte au Sinaï et à toutes les victimes du terrorisme dans le monde. Merci. Mais c'est une minute. Une minute, c'est une minute. Alassane. Excellence, Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, mon frère et conseiller économique, Majesté le roi Mohamed VI, roi du Maroc, nous nous réjouissons et nous nous félicitons de votre présence ici, qui démontre votre engagement panafricain, votre foi dans la dignité et l'unité de l'Afrique, ce qui ne nous entonne guère quand on connaît le rôle joué par le Maroc sous votre grand-père Mohamed V dans le soutien au mouvement de libération et dans la création de l'OUA. Excellence, M. Donald Tusk, président du Conseil européen, co-président du 3e sommet Union africaine-Union européenne. Excellence, Mesdames, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement. Excellence, M. Antonio Guterres, secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Excellence, M. Jean-Claude Juncker, président de la Commission de l'Union européenne. Excellence, M. Moussa Faki, président de la Commission de l'Union africaine. Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les représentants de l'organisation internationale, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique et consulaire, Mesdames, Messieurs, j'éprouve toujours un immense plaisir à me retrouver dans cette belle ville d'Abidjan, capitale d'un pays frère, voisin, dont la généreuse hospitalité, toute africaine, mérite notre profonde gratitude. Je suis d'autant heureux que je me retrouve avec mon frère et ami, le président Alassane Dramane Ouattara, sous la conduite duquel la Côte d'Ivoire s'affirme sur le chemin du développement et de l'intégration africaine. En ma qualité de président en exercice de l'Union africaine, je voudrais dire toute mon appréciation des dispositions idoines prises par les autorités ivoiriennes pour créer,
le cadre idéal nous permettant de faire face aux devoirs qui nous interpellent, celui d'assurer le renouveau du partenariat Union européenne-Union africaine. Majesté, Mesdames, Messieurs, lors de notre 4e sommet qui s'est tenu à Bruxelles en avril 2014, nous avons pris des engagements dans le cadre d'une déclaration politique assortie d'une feuille de route pour la période 2014-2017. En dépit des progrès indéniables réalisés dans notre coopération, l'atteinte de nos objectifs est compromise par des défis sécuritaires et humanitaires, la persistance des conflits et la recrudescence des activités terroristes, sans occulter bien sûr les changements climatiques et la création cruciale du financement du développement. Ensemble, l'Union européenne et l'Union africaine se sont investis pour apporter des réponses appropriées à ces préoccupations majeures dans le cadre du G5 Sahel. Et là, nous saluons le rôle joué par la France et le président Macron et nous invitons tous les autres pays européens à se joindre à la France pour permettre au G5 Sahel d'être opérationnel. Du sommet de la Valette sur la migration, des COP 21, 22 et 23, de la conférence des Nations Unies sur les ODD et de celle d'Addis Abeba sur le financement du développement. Voilà pourquoi nous abordons avec un optimisme fondé ce 5e sommet Union africaine-Union européenne, qui a pour thème « Investir dans la jeunesse pour une croissance inclusive, accélérée et un développement durable ». Ce thème est d'autant plus d'actualité que l'Union africaine considère que la dividende démocratique comme le facteur essentiel du développement. En 2014, à Bruxelles, l'atmosphère était clairement à l'optimisme. Ces 2 dernières années ont, hélas, beaucoup changé les perspectives concernant l'Afrique. On ne pouvait pas en effet imaginer à Bruxelles que les prix des matières premières et la demande internationale concernant ces ressources allaient diminuer de manière significative. On ne pouvait pas imaginer aussi que le recentrage du modèle de développement chinois allait secouer l'ensemble des indicateurs économiques globaux. On pouvait tout au plus prévoir que le système financier provoquerait des taux d'intérêt négatifs ou encore la volatilité des taux d'échange et une diminution de la consommation globale. On n'avait pas à l'esprit que l'éruption du populisme pouvait déboucher sur de violentes réactions à l'égard des migrants. On n'imaginait pas que l'accélération des changements technologiques irait de pair avec une accélération accentuée des inégalités. Majesté, Mesdames, Messieurs, l'Afrique a connu en 2015-2016, tout comme d'autres régions du monde, les pires années depuis le début du siècle, qu'il s'agisse du recul des progrès dans le domaine socio-politique, de l'apparition du terrorisme dans le Sahel et des zones arides. À cette violence est venue s'ajouter la détérioration des indicateurs macroéconomiques au cours des 2 dernières décennies. Le contexte mondial ne nous a pas aidés non plus. La conférence d'Addis Abeba sur le financement du développement ou le COP 21, notre continent s'est présenté plus préparé que jamais. Au niveau continental, nous avons bien avancé sur des dossiers majeurs, comme la mise sur pied de notre fonds de paix, l'établissement d'une zone de libre-échange ou la réforme de notre organisation continentale. Ce que je veux dire, c'est que nous avons progressé dans les domaines où il est possible d'avancer. Des difficultés ne nous ont pas épargnés, mais aujourd'hui, on peut se féliciter de ne pas avoir à baisser les bras. Comme vous le savez, l'Afrique comptera en 2050 près de 2,4 milliards d'habitants, majoritairement composés de jeunes. Des stratégies et mécanismes destinés à promouvoir l'épanouissement des jeunes, l'autonomisation des femmes et la protection des jeunes filles sont plus que jamais nécessaires en vue de faire de cette explosion démographique une opportunité économique assurant une croissance soutenue et durable. Il va sans dire que la prospérité que nous ambitionnons passera nécessairement d'abord par le développement du secteur rural, principale source de revenus et gage de la sécurité alimentaire dans nos populations. Il nous appartient de mobiliser les financements nécessaires pour l'aménagement des terres et la maîtrise de la gestion de l'eau.
La prospérité de l'Afrique passera aussi par le développement des infrastructures, notamment énergie, base des industrialisations du continent, source de valeur ajoutée et de création de milliers d'emplois pour les jeunes. Je voudrais ici saluer la coopération entre l'Union européenne et l'Union africaine pour la mise en œuvre de l'initiative africaine pour les énergies renouvelables, conçue par les Africains pour les Africains. Et nous saluons le rôle joué par notre banque, la BAD, sous la direction de notre frère. Enfin, on ne saurait parler de véritable prospérité si on ne donnait à nos jeunes les compétences adéquates pour accéder au marché du travail. C'est pourquoi je tiens à mettre un accent particulier sur le soutien à la santé, à l'éducation et à la formation professionnelle. Je souhaiterais également souligner l'importance de promouvoir le secteur privé en Afrique en raison de sa capacité d'absorber le plus grand nombre de demandes d'emploi, en particulier chez les jeunes. Il me semble par conséquent indispensable de promouvoir des investissements privés en Afrique tout en créant des conditions favorables pour l'investisseur et surtout d'approfondir le processus d'intégration économique de notre continent. Majesté, Mesdames, Messieurs, comme je l'ai toujours dit, l'Afrique a décidé de parler d'une même voix et de prendre en main son destin. Notre intégration politique, économique et financière ne peut que renforcer notre crédibilité. Le partenariat Union européenne-Union africaine se fonde sur un nouveau paradigme gagnant-gagnant dans la perspective de la mise en œuvre de l'agenda 2030 des ODD, qui rime avec la vision 2063 de l'Afrique, dont mon cher frère est le champion. Les progrès indéniables enregistrés par l'Afrique dans le cadre de la bonne gouvernance et de la croissance montrent à suffisance la capacité de notre continent à entretenir des partenariats équilibrés et viables. En ce qui concerne la bonne gestion, notre région a encore battu tous les records de progrès de l'indice de climat de la Banque mondiale. Notre dette a certes augmenté, mais elle est toujours en dessous de 50% par rapport au PIB, c'est-à-dire un des taux les plus bas du monde. Par ailleurs, notre inflation en général est maîtrisée. Nos investissements en infrastructures sont ambitieux. On ne connaît plus les grandes inaugurations de grands travaux. La forte croissance de la demande d'électricité en Afrique durant les prochaines décennies, consécutive à la progression de sa population, demande davantage d'investissements dans ce secteur stratégique. D'où la priorité qu'il convient d'accorder à ce secteur. J'ai la ferme conviction qu'ensemble, nous pouvons juguler la pauvreté en luttant contre ses causes profondes. L'interdépendance entre l'Europe et l'Afrique nous commande à œuvrer pour la mise en place d'un espace de coopération solidaire, capable de sceller davantage les relations qui ont uni le peuple tout au long de l'histoire. La paix, la sécurité et le développement durable demeurent le fondement de notre partenariat. Nous serons ensemble pour relever les défis sécuritaires et humanitaires, notamment dans le Sahel. Nous considérons nos efforts dans la lutte implacable contre le terrorisme, le trafic de drogue et la traite des êtres humains. Donnons-nous la main pour apporter des solutions plus humaines à cette crise migratoire qui vicie les relations entre le Nord et le Sud. Nous condamnons énergiquement les actes abominables commis dans certains pays de la route migratoire de l'Afrique vers l'Europe, notamment en Libye. Ces faits sont intolérables et inacceptables. La communauté internationale doit prendre des mesures fermes pour mettre fin à ces crimes d'un autre âge. Majesté, Mesdames, Messieurs, au moment où nous nous engageons vers la mise en place d'un nouveau partenariat, je voudrais déjà me féliciter de l'appui constant de l'Union européenne qui demeure l'un des partenaires privilégiés de notre continent. Je tiens à mettre en exergue le Fonds fiduciaire d'urgence pour la lutte contre les causes profondes de la migration irrégulière, comprenant un volet pour le financement de l'emploi jeune en Afrique. Le plan d'investissement extérieur mis en place pour financer le développement durable en Afrique, ainsi que les opportunités offertes par l'UE pour faire face aux méfaits des changements climatiques sur le continent. Majesté, Mesdames, Messieurs, je reste confiant en l'avenir radieux de la coopération Union européenne-Union africaine, car les priorités du nouveau partenariat ont été choisies par l'Afrique et traduisent les attentes de nos populations, notamment en matière de paix et de sécurité,
développement économique et social, ainsi que la bonne gouvernance. L'atteinte de ces objectifs profitera avant tout, bien naturellement, à la jeunesse, qui trouvera en Afrique la clé de son bien-être et de son épanouissement dans des États désormais plus résilients. Vive la coopération entre l'Union africaine et l'Union européenne. Vive la coopération internationale. Je vous remercie. Maintenant, nous allons observer une pause pour passer à la séance photo. Après, nous reprendrons nos travaux. Ouvrez le micro, s'il vous plaît. Excellences, Mesdames et Messieurs, Messieurs les agents de la sécurité sont priés de bien vouloir dégager le passage pour les chefs d'État. La photo va se faire avec les chefs d'État de délégation, accompagnés d'une seule personne, ou l'aide de camp ou le protocole. Il est indécent de voir des agents de sécurité pousser les autres chefs d'État. Il en va de la sécurité de nos chefs d'État. S'il vous plaît, une seule personne pour accompagner le